Corps, corps à corps. Et on quitte la chronique humoristique de Au Bon Tweet français pour rejoindre un sujet sérieux et qui nous touche, nous tous, tous les jours et jusqu'à aujourd'hui. C'est évidemment le traité de Maastricht. On en parle avec mes deux invités, Yann Caspar et Guilain Benessa. Bonjour Yann Caspar. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes chercheur au Matthias Corvinus Collegium, c'est bien ça, à Budapest. Oui, tout à Juriste, fait. traducteur, analyste politique franco-hongrois, spécialiste de l'Europe centrale et orientale. Et vous êtes à l'origine d'une conférence organisée donc par le Centre d'études européennes. De cette conférence sur le 30e anniversaire du traité de Maastricht, intitulée Fédéralisme caché et déni démocratique, un titre qui a quand même le mérite d'être clair. Et justement, on va se replonger ensemble sur cette date historique et bien sûr tout ce que ça a entraîné derrière, les mensonges et les conséquences qui ont entraîné ce traité jusqu'à aujourd'hui. Et je suis également très heureuse de recevoir à ce sujet Guilain Benessa. Bonjour Guilain Benessa. Bonjour Clémenceau Diakova, Et, bonjour. et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocat, docteur en droit, enseignant à l'université de Strasbourg, auteur de Le Totem de l'État de droit, notamment aux éditions L'Artilleur, mais surtout, et qui est tout à fait en lien avec Maastricht, le référendum impossible, comment faire taire le peuple, aux éditions L'Artilleur. Et d'ailleurs, il me semble que vous deviez peut-être participer à cette conférence. Finalement, vous n'avez pas pu, mais en tout cas, c'était prévu également. Et donc, vous étiez tout à fait, vous vous sentez tout à fait concerné par ce sujet, d'ailleurs, dont vous parlez dans votre livre. Oui, absolument. Pour tout vous dire, Clémence, je vous raconte ma vie, mais j'ai réussi à contracter une phlébite pour la 3e fois en 2 ans, Ah, ce qui m'a contraint à éviter l'avion et il me bloque un peu chez moi pendant 1 mois. Mais sinon, effectivement, j'aurais dû, sur l'invitation d'Yann, être à Budapest pour parler du déni démocratique de Maastricht. Donc bah, effectivement, tout à fait. c'est pas très éloigné de mes centres d'intérêt. Évidemment. Et c'est pour ça que c'est un sujet absolument passionnant et comme je le disais, qui touche encore aujourd'hui notre actualité. Alors Yann Caspar, si vous le voulez bien, je vais vous demander d'abord de faire un petit retour historique tout simplement sur ce traité établi, donc une Union européenne entre les 12 membres de la communauté. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été... si vous pouvez nous refaire un petit retour historique avant qu'on commence à tirer les conséquences d'aujourd'hui. Oui, tout d'abord, notre démarche à Budapest était assez particulière, puisque, comme vous le savez, la Hongrie a rejoint l'Union européenne un peu plus de 10 ans après la signature et l'entrée Oui. en vigueur du traité de Maastricht. Mais ce qu'on s'est dit, c'est que en réalité, ce qu'on a pour habitude d'entendre un peu de ce côté-là de l'Europe, c'est que l'Europe d'avant Maastricht était quelque chose encore d'acceptable, où la coopération fonctionnait, il y avait des échanges entre les gouvernements, où on ne tentait pas d'imposer quelque chose d'en haut. Et c'est avec Maastricht qu'il y a eu en quelque sorte ce que eux appellent à Bruxelles un approfondissement, mais ce que de plus en plus je considère comme une sorte de saut fédéraliste. Et c'est pour ça on a jugé bon, pour marquer le coup, de faire un petit un retour dans l'histoire sur Maastricht. Alors Oui. c'était très intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de débats, même assez houleux, on avait des invités français, un français assez souverainiste qui nous expliquait plutôt que, je pense que Guilain est plutôt sur cette ligne aussi, que non, Maastricht n'est pas un point de rupture, mais qu'en réalité le ver était déjà dans le fruit dès le départ, dès les pères fondateurs, c'est-à-dire que certes, on nous expliquait qu'il fallait faire cette Europe par petits pas, mais qu'en réalité, c'était déjà inscrit, si vous voulez, dans la construction européenne dès le départ, que Hmm. tout cela allait finir par une sorte de putsch final fédéraliste, Oui. et d'autres C'était prévu plus... dès le début, quoi, ce putsch, Voilà, cette et d'autres nous antidémocratie. expliquaient non, Maastricht est simplement une mauvaise décision qu'on n'a pas su gérer, et c'est ensuite que les choses se sont enveninées, puisque l'idée était bonne. On a regroupé un certain nombre, enfin élargi le champ des compétences au niveau supragouvernemental, mais ça n'a pas été suivi d'un approfondissement politique, de la création d'une... Donc on a eu des échanges assez houleux, je dois dire, ce Hmm. qui, soit dit en passant, si vous voulez, euh,
mais remet un peu en question tout ce qu'on entend sur l'ambiance en Hongrie à Budapest, puisque des débats comme auxquels j'ai assisté hier, je pense qu'il y en a assez rarement en France, puisque chez l'Union européenne, bon, c'est quelque chose qui est assez acté et on ne s'y intéresse pas d'un point de vue historique. Or, c'est essentiel. J'ai lu les 2 derniers livres de Ghislain Benessa et en réalité, ce sont bien plus que des livres d'actualité, des livres d'histoire. Il faut d'abord comprendre ce qui s'est Tout à passé fait. pour faire le bon constat. Et donc, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire hier à Budapest. Alors Voilà. justement, j'aimerais bien vous demander d'abord pour que tout le monde comprenne et qu'on resitue bien, qu'est-ce qui s'est passé précisément en 1992? Qu'est-ce qui a vraiment été voté aussi en 1992? Et puis ensuite, on va réfléchir sur ses conséquences avec évidemment Guillaume Benessa. Tout d'abord, c'est que le vote français a failli tout faire dérailler. Ça s'est joué à très peu. Il y a beaucoup d'anecdotes d'ailleurs à ce sujet sur Philippe Seguin qui n'aurait Oui, pas osé être très voilà, incisif face à un François Mitterrand malade. Enfin bref, ça s'est joué à pas grand-chose. Il y a eu donc le nom danois et ensuite par voie diplomatique, ça s'est arrangé. Enfin, tout ça pour dire qu'un des traités européens les plus connu, en fait, est passé à pas grand-chose. Hein. Ça a failli dérailler dès le départ. Mais ensuite, ce qu'il faut retenir de Maastricht, c'est bien évidemment la subsidiarité, bien que c'est un principe qui me semble bien était présent déjà dans l'acte unique, même s'il n'était pas nommé directement pour tout ce qui est question environnementale. Donc la subsidiarité, c'est quand même un outil central dans des modèles étatiques qui sont plutôt de tendance fédérale. Donc c'est quelque chose qu'un Allemand comprend parfaitement, mais un Français assez peu finalement. Donc là, il y a des problèmes si vous voulez, d'écarage culturel au niveau de nos histoires des institutions. Ça s'est manifesté sur tout ce qui est évidemment monétaire, économique, etc., avec le lancement de l'euro. On sait ce que ça a donné. Je pense que sur vos ondes, vous vous occupez beaucoup de cette question. On ne va pas faire oui. le débat. Ça a été assez catastrophique pour les économies du Sud, mais aussi pour la France, au profit de l'Allemagne, des Pays-Bas. Mais aussi, on a ouvert les compétences de tout ce qui est migratoire, asile, sécurité, ce genre de choses. Et alors Mm. là, force est de constater que c'est un échec absolument retentissant. Tout Oui. ça, ça vient de Maastricht, hein, c'est-à-dire qu'on met dans le pot commun tout ce qui est migratoire, la sécurité, l'asile, et puis là, on en est à faire chaque année, si vous voulez, de nouveaux paquets législatifs. Je crois qu'il y a le pacte migratoire là, Oui, qui comporte 5 volets qui est en train de passer. Enfin, tout ça, ça prouve que oui. on a mis tout ça à Bruxelles dans des compétences Et, au-dessus des États et ça ne et ça ne fonctionne s'arrête pas. pas. Et Ça ça ne fonctionne n'arrête pas. pas, puisque on sait aujourd'hui qu'Ursula von der Leyen, qui est, je rappelle, candidate à sa propre réélection, a annoncé un département de la défense. Alors, justement, tout ça est lié. C'est pour ça qu'il y a un lien entre ce qui s'est passé en 92 et aujourd'hui. Guillaume Benessa, on va reprendre tout depuis le début également. Point de rupture en 92 ou finalement illusion dès le départ, déjà? Alors, Yann a raison de rappeler à l'instant qu'il y a il y a tension, on va dire, il y a tension à l'intérieur des souverainistes quant à Mm, savoir si le verre est dans le fruit depuis 57 ou si le verre est dans le fruit à partir de 92, mm, pour radicaliser. C'est-à-dire, est-ce que le traité de Rome est l'acte est-ce que le traité de Rome est le poison fondateur ou est-ce que Maastricht a entraîné une modification du code génétique de l'Union européenne? mm. Alors, pour ça, il y a tellement de portes, Clémence, à ouvrir que je vais essayer de résumer la chose. Alors, je pars d'abord du point de vue français, d'accord, pour que les auditeurs comprennent, à mon sens, de façon simple, pourquoi, à mon avis, tout est là depuis le départ. Effectivement, et 92 n'est que l'énième répétition du coup de force. Premier élément, donc, du point de vue français, c'est une anecdote historique qui dit absolument tout. Nous sommes en 1960, l'Europe est là depuis 3 ans, et l'Europe bénéficie déjà d'une cour de justice, donc de juges européens, Mm. chargés de mettre en place ce qu'on appelle la primauté européenne. À l'époque, nous avons aux manettes en France un homme vaguement souverainiste, on dirait aujourd'hui, qui s'appelle le général de Gaulle, et qui doit choisir un homme à mettre, un Français à placer parmi les juges européens. Mm. Il choisit un obscur juriste qui s'appelle Robert Lecourt, ancien ministre de la 4e République, dont tout le monde se fout éperdument, concrètement,
Je veux dire, aujourd'hui, qui a déjà entendu parler de Robert Lecourt, à part, vous savez, 4 juristes en salle 312B d'un centre de recherche de l'université française. Oui. Robert Lecourt est un fédéraliste complet. Mm. Et Robert Lecourt va être président des juges européens au moment où on va inventer le principe de primauté, qui va faire que, globalement, petit à petit, les États perdent leur souveraineté au profit de la primauté de l'Europe au sens très large du terme. Ça veut dire que dès les années 60, on a un rouleau compresseur qui démarre dans l'ombre dans l'ombre des prétoires et très loin de la chose politique, qui est accéléré par des juristes qui ont un agenda idéologique extrêmement clair et qui détestent, et ils le disent presque ouvertement, qui détestent les peuples et les nations. Mm. Tout démarre dans les années 60. Oui, Alors, intéressant d'ailleurs que ce soit le général de Gaulle qui ait commis cette erreur. Enfin, Alors exactement. Alors moi je pense, vous savez, je peux pas lui attribuer. Je veux dire, j'ai essayé je prépare un nouveau livre sur le sujet. On en reparlera peut-être, Clémence, qui sort bientôt. Alors j'ai essayé de faire un peu des recherches là-dessus. Manifestement, Lecourt, je veux dire, de Gaulle le connaissait bien, mais je pense que le général de Gaulle n'envisageait même pas vous savez que quelques types en robe noire dans un obscur cénacle à Luxembourg puissent modifier les règles du jeu comme ça. Je pense qu'il y avait pas mal de naïveté à l'époque quant à la perspective que tout soit modifié de cette façon-là. Mais en tout cas, l'affaire commence très tôt et on arrive donc, alors je passe toutes les étapes à 92. Alors 92, Maastricht en France, c'est un coup de poignard parce que c'est la grande bascule, effectivement, du point de vue des compétences déjà. Alors, Yann Caspar a raison de rappeler que le principe de subsidiarité est bien connu des Allemands et très peu des Français, pour une raison simple, c'est que les Français ne savent pas ce que c'est un modèle fédéral. bah oui. Nous sommes un vieux pays unitaire avec un roi de France qui a été des nôtres, et d'ailleurs Emmanuel Macron qui se prend pour le roitelet nouvelle génération de la monarchie un peu décadente d'aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Mais donc, on ne sait pas ce que c'est un modèle fédéral. On ne comprend pas ce que c'est. Les Allemands s'y sentent comme un poisson dans l'eau, c'est leur fonctionnement, etc., etc. C'est leur modèle. Et moi, je pense surtout que 92, c'est déjà l'histoire d'un référendum, un référendum dont personne ne veut. Vous avez raison de rappeler que dans mon dernier livre, je prends les déclarations notamment de certains politiques. Et vous savez, j'aime beaucoup cette déclaration épouvantable de François Mitterrand, qui ne veut pas de référendum sur Maastricht. Et quand finalement il référende, il accepte la campagne référendaire, il le fait, il a ces phrases terribles, il dit « Je n'avais pas tellement envie de le faire parce que c'était trop compliqué ». Donc, trop compliqué. Demander au peuple de soumettre au peuple la question de savoir qu'est-ce qu'ils en pensent de problématiques de souveraineté, c'est trop compliqué. Rappelons que le peuple est souverain, quand même, aux dernières nouvelles. Donc, il serait peut-être bon de s'en souvenir lorsqu'on est président de la République. Mais bon, passons. En fait, par-delà, effectivement, Yann le rappelait tout à l'heure, par-delà la question de savoir est-ce que Séguin a été trop fragile face à François Mitterrand lors du débat de 92, est-ce que finalement le couperet du non qui a failli passer, on a 500 000 voix d'écart à l'époque entre le oui et le non à la campagne à l'issue du référendum. Donc ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Je pense surtout que pour la première fois en 92, on a officiellement la propagande du oui qui se développe à une telle ampleur. Oui. C'est-à-dire que là, on a l'ouverture officiellement d'une relation entre le politiquement correct, qui à l'époque sévit aux États-Unis sous Bill Clinton. Bill Clinton, c'est le premier vrai président du politiquement correct. C'est-à-dire, vous savez, on dirait aujourd'hui, je dis ça en plaisantant, mais on dirait aujourd'hui, pas de viande rouge, je veux dire, pas de sexe hors mariage, vive le wokisme, je veux dire, vous voyez, on est dans le début du grand puritanisme woke qui démarre sous l'égide du politiquement correct aux États-Unis. Et comme par hasard, au même moment, en 1992, on a une campagne référendaire française où on comprend qu'un seul camp détient la vérité, oui, et que l'autre camp n'a pas le droit de parler. Donc, le camp du oui, oui à Maastricht, le camp du non. Donc, je pense qu'en fait, on a si vous voulez, 92, pour répondre clairement, je pense que c'est l'histoire d'une campagne référendaire et d'un traité sur lequel c'est greffé, c'est métabolisé toutes les dimensions politiques et juridiques du moment, c'est-à-dire oui à l'Europe, oui à la paix, de l'autre, oui aux nations et au peuple, et donc oui à la tragédie et à la guerre, c'est-à-dire en gros le camp du non, c'est le camp du mal, concrètement, et qu'en fait petit à petit, cet effet cliqué du politiquement correct va gangréner la question européenne jusqu'en 2024, où petit à petit, on nous explique sur les brisées de Maastricht
qu'aujourd'hui, vouloir sortir de l'Europe, en gros, c'est être un suppôt caché du maréchal Pétain, voire d'Adolf Hitler. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut plus dire le contraire. Et je pense que tout se métabolise autour de ce traité qui est vraiment le... Alors, vous avez dit beaucoup de choses absolument passionnantes. Je voudrais juste réagir parce que c'est quand même particulièrement intéressant. Ce fameux, en effet, cette fameux mensonge camp du bien qui a véhiculé des idées qui en plus sont fausses du camp du oui à Maastricht, notamment l'Europe c'est la paix. On voit bien aujourd'hui que cet argument est largement balayé, Yann Caspar. Oui, alors, il se trouve que là où je suis assis en ce moment, je suis à peu près 200 mètres de la place des Héros à Budapest, où Viktor Orban a tenu son discours en 89 demandant le départ des troupes soviétiques. Alors, je ne veux absolument, en aucun cas, excuser les élites bruxelloises, ce genre de choses. Mais il faut bien remettre les choses tout de même dans leur contexte historique. Qu'est-ce que c'est 92 ? 92, il y a une euphorie dans une partie de l'Europe, dans laquelle je me trouve en ce moment. C'est-à-dire qu'enfin, on s'est débarrassé de ce joug soviétique et on redevient, hein, pour paraphraser Kundera, Milan Kundera, membre à part entière de la grande famille européenne. Nous sommes au cœur de l'Europe, etc. Ce qui, d'un point de vue centre-européen et est-européen, conduit à s'illusionner sur un certain nombre de choses. Si vous voulez, c'est un peu le même principe que l'alcool. Hein. On s'amuse et le lendemain, on a un peu mal aux cheveux. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer dans cette partie de l'Europe. C'est-à-dire qu'on a tout accepté. Parce que, attention, Maastricht a été fait évidemment, les pays d'Europe centrale et orientale n'étaient pas encore intégrés à la communauté européenne, à l'Union européenne, mais c'est un traité qui a été fait pour justement créer la confusion, pour ne plus savoir qui décidera, etc., parce qu'on savait déjà qu'on allait être beaucoup plus nombreux. Donc c'est éventuellement quelque chose qui peut marcher à 12, par contre à 27, on ne sait plus qui décide, où est le niveau de décision, etc. Donc à la fin, c'est le putsch permanent. Et d'un point de vue occidental, il y a eu cette naïveté qui consistait, pour un peu placer dans la logique de ce que disait Guillain, l'histoire n'est plus tragique. La fin du tragique, hein, c'est Fukuyama, c'est-à-dire l'histoire est terminée. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule voie à suivre, c'est celle de l'Europe, c'est celle de la paix, etc. Oui, bah c'est là où ça rejoint ma question, c'est-à-dire on nous a vendu une histoire, la fin de l'histoire tragique, la fin de la guerre en général. Oui. Et donc ça, et alors ici, ça s'est complètement évaporé dès, je dirais, la deuxième partie des années 90, avec des guerres qui ont éclaté à 400 km de là où je me trouve, hein, c'est-à-dire en ex-Yougoslavie, des choses absolument horribles. C'est-à-dire quand on nous explique que l'Europe c'est la paix, non, absolument pas. Oui. C'est là, Oui. je prends ma voiture et à 3 heures, il y a eu des nettoyages ethniques qui ont duré pendant des mois et des années. Enfin, c'était absolument horrible. Je pense qu'en Europe occidentale, ça met un peu plus de temps, mais depuis 2005, dans le livre de Guillain sur le référendum, c'est bien présent. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, il y a quelque chose qui s'est cassé. C'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné remettre les choses sur la table. Donc moi, je suis la plus grande optimiste. trahison de 2005 où on ne respecte pas évidemment le référendum du peuple. Donc moi, encore une fois, je ne veux pas blanchir nos braves élites. Non, mais je ne comprends pas où vous voulez en venir en fait. C'est-à-dire que tout mettre sur le dos de Maastricht, c'est un peu oublier le fait, enfin, dans quel contexte historique ça s'est fait. Il y a eu vraiment à Bruxelles cette naïveté. Alors, mettons on en a d'ailleurs hier très peu parlé, ce matin pas encore, ça nécessiterait d'ouvrir un autre volet. Quelle est la relation entre Bruxelles et Washington ? C'est une question tout à fait intéressante, mais nous, petits Européens, moi je suis absolument convaincu, d'ailleurs il y avait d'anciens fonctionnaires qui étaient table ronde de fonctionnaires européens, qui sont aujourd'hui très critiques de l'Union européenne et qui nous expliquaient, et je n'ai pas de raison de remettre en doute leurs paroles, ils y croyaient vraiment. À Maastricht, il y avait vraiment, on était optimistes, on pensait qu'enfin le soviétisme c'est terminé, tout le monde va se retrouver dans la même famille et on va pouvoir ensemble construire quelque chose Alors, de plus Guillain Benessa, apaisé. ouais.
Alors, je comprends très bien l'argument, c'est-à-dire, je pense que, vous savez, plusieurs points. D'une part, je ne veux pas faire l'intello de service, mais Yann disait à l'instant, à juste titre, qu'il faut repartir de Kundera. Mm. Je pense je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que l'Occident kidnappé de Kundera, ça date de 82 ou 83 ou 81, quelque chose comme ça. Donc on est bien avant le traité de Maastricht. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Kundera, quand son texte sort, il est traduit en langue française depuis longtemps, hein, il est paru dans le débat au début des années 80. Le texte montre bien de Kundera, un texte absolument sublime, hein, d'ailleurs en termes de style, je veux dire, c'est merveilleux. Hein. Le texte de Kundera montre très bien que justement qu'il a déjà peur de l'hégémonie européenne et de la normalisation de la pensée européenne. En gros, on est en train de devenir quoi? Un standard triste, sans identité et sans pensée profonde. C'est ce que j'ai tendance, moi, à appeler l'Europe, d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire un ensemble volontairement sans substance, non pas par le fruit de l'histoire, parce qu'on a été créé par des gens sans substance. L'Europe est une bête, c'est une carcasse vide. Il n'y a jamais rien eu dans cette Europe. Alors, concrètement, pourquoi je dis ça? Parce que je ne nie pas, et Yann n'a pas tort, je ne nie pas du tout qu'il y ait pu avoir un moment d'euphorie post-chute du mur. Ouais. C'est-à-dire un moment où effectivement on peut penser à l'Est, donc, ou en Europe centrale, on peut penser que quelque part se joue vous voyez, un grand arrachement au joug de l'histoire. Quelque part, la paix va arriver. En tout cas, on peut être optimiste, quelque chose comme ça, quant au rassemblement des peuples. Je crois vraiment qu'il y a eu un moment de croyance légitime venant de peuples qui ont connu l'Union soviétique. Le problème, c'est que je pense d'une part que l'Europe s'en est servie pour mettre en avant de fausses promesses au profit des nouveaux arrivants, quelque chose comme ça, qui venaient rejoindre le bloc occidental. Je crois qu'il y a eu des promesses en trompe-l'œil, quelque chose comme ça. Et ensuite, vous savez, Clémence, peut-être que je suis, très, très pessimiste, je ne sais pas, mais moi je crois que de plus en plus que la généalogie fait absolument tout. Et quand on fait une généalogie de l'Union européenne, il ne faut jamais oublier que dans l'acte unique ou à Maastricht, par exemple, on trouve des gens comme Jacques Delors. Jacques Delors, qui est concrètement une certaine idée d'une Europe de fossoyeur de la France. C'est-à-dire, on est dans cette pensée de l'extrême centre, dont Emmanuel Macron est le fils terminal, quelque part. Et donc, ça veut dire que si on prend, si vous voulez, une espèce d'Europe des fondateurs ou une Europe de la pensée profonde, que vous preniez Jean Monnet, qu'on prenne ensuite Valéry Giscard d'Estaing, qu'on prenne ensuite Jacques Delors, qu'on prenne ensuite François Mitterrand, qu'on prenne ensuite, on va dire, le Jacques Chirac de fin de carrière, qu'on prenne, etc. Je vais arrêter, hein, parce qu'on, vous voyez, on a une litanie de petits hommes ou de grands hommes devenus petits, on va dire ça comme ça, qui ont pas à pas formé cette Europe. Je crois qu'en fait, on a un code génétique complètement vérolé et on a quelque part quelque chose de très cohérent vis-à-vis des paroles du départ. C'est-à-dire que on a un fondateur, Jean Monnet, c'est qui? Jean Monnet, il faut revenir à des choses simples. Moi, je crois, vous savez, on a beau dire le contraire, il faut revenir à ce qu'on promet et à ce qu'on réalise. Jean Monnet, c'est un vendeur de vin. C'est un petit homme médiocre, c'est un commerçant, vendeur de vin, qui rêve de gagner beaucoup d'argent. Et qui, par le gré de cette vente de cognac, de vin brûlé, va petit à petit devenir l'homme lige des États-Unis. C'est ça le père de l'Europe initiale. Donc Maastricht, mais aussi 2005, sont des poursuites directes des promesses initiales qui n'ont pas mal tourné, mais qui sont en cohérence avec ce que disait le père fondateur de 57. Et le père fondateur de 57, il disait quoi? Il disait ne surtout pas consulter les peuples, parce que le référendum, il n'y a pas besoin d'en faire sur la question européenne. Il disait que même que il a une phrase terrible, hein, Walter Hallstein aussi, premier président de la Commission, dit la même chose. Tous ces gens disent à l'époque, la seule arme de l'Europe, c'est le droit, parce que nous n'avons ni légitimité, ni substance, ni identité. Ça mérite d'être clair. Et donc, du coup, lorsqu'ils disent « nous n'avons que le droit », ils vont petit à petit instiller dans les consciences que la fabrique de l'Europe est une fabrique juridique, primauté, subsidiarité, etc., voire politique agricole commune, politique de la pêche commune, etc. Tout ça sont des matrices générales, ce qui fait que globalement, on va, flinguer les référendums, ce que j'appelle, on rappelle dans mon bouquin, ce qui fait que 2005 est l'aboutissement de la pensée profonde de 1957, c'est-à-dire plus de référendum,
pas de consultation des peuples et fonctionnement sur le droit. Et d'autre part, la constitution d'une Europe sous parapluie des États-Unis, c'est-à-dire que nous sommes faibles et nous avons besoin d'une puissance à côté de nous qui assure notre force. Et vous savez, qui donne naissance à cette formule que j'adore de Robert Kagan, néoconservateur américain très critique. Et on pourrait largement le critiquer, mais il a cette phrase formidable, je trouve. Il dit, quand l'Europe fait la cuisine, c'est-à-dire nous nous occupons de nos petites affaires, nous faisons la guerre. En fait, nous avons besoin du parapluie des Américains parce qu'il dit comme ça que pendant que l'Europe fait le ménage, nous faisons la guerre pour assurer la protection de la cuisinière européenne. Donc on est devenu faible et nous avons un protecteur qui s'appelle les États-Unis. Mais encore une fois, c'est la logique même de ce que voulait l'homme lige des États-Unis, créateur de l'Europe, qui s'appelait Jean Monnet, tout simplement. Ouais, vous avez bien fait de rappeler tout cela. Et vous avez dit que finalement, leur seule arme, c'était le droit, puisqu'ils n'avaient ni identité ni légitimité. Et c'est là que tout se crée, en effet, comme vous le dites, et c'est très intéressant. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur les conséquences de notre quotidien. Crise agricole, crise de l'énergie, guerre à nos portes, crise sanitaire qu'on a vécue, et peut-être le plus grave, crise identitaire. Pour revenir sur l'identité, nous ne savons plus qui nous sommes. Justement, vous parlez de l'influence américaine. Nous sommes des déracinés, aussi portés par ce monstre, cette coquille vide dont vous parlez. Euh, et finalement, oui, on voit le résultat aujourd'hui. Et la question que je me pose, c'est, va-t-on aller toujours plus loin ou peut-on réussir à renverser, casser la machine? Yann Caspar, pour commencer. Sur la coquille vide, la carcasse, ce genre d'analogie. Alors, je vais encore me faire l'avocat du diable. Bon, Décidément. je n'aime pas Jean Monnet, mais tout de même, il y a des avertissements dans ses mémoires où il explique que si on ne continue pas comme ça, pas à ce que lui appelle en fait déconstruire les nations, ils ne sont jamais vraiment Oui, cachés. ça c'était son On objectif. va créer, si vous voulez, une espèce de cénacle de bureaucrates, je crois, et Maastricht, c'est ça. C'est le doublement, le triplement des services, parce qu'on a un service qui s'occupe des questions migratoires, etc., un service qui s'occupe des questions de sécurité, on a l'éducation qui devient aussi, etc. Donc c'est le règne des bureaucrates qui commence en 92. Et tout ça, ça m'amène à une remarque assez intéressante. Je parlais d'euphorie tout à l'heure, oui, qui n'a pas duré très, très longtemps, on s'est vite réveillé, mais je pense que la prise de conscience sur l'Union européenne, pour des raisons historiques absolument évidentes, alors attention, les pays d'Europe centrale et orientale sont plus attachés à l'Union européenne que la France ou des discours qu'on peut entendre en Italie, enfin quoique en Italie en ce moment, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de leçons à donner en termes de souverainisme, mais parce que pourquoi on a plus à perdre, plus petites économies, donc on ne peut pas envisager d'avenir en dehors de la coopération actuelle, ça c'est évident, il faut être honnête, mais sur les questions de bureaucratie, les décisions qui nous sont imposées d'en haut, ces institutions qui n'ont pas le sens du tragique, des dirigeants qui sont complètement désincarnés, vides. Très vite, à la fin des années 90, les centres européens, en Hongrie, en Pologne, vont faire le parallèle avec, je vous le donne en mille, l'Union soviétique. Oui. Voilà. Donc ça, il faut quand même tirer c'est des choses en France qu'on a du mal à comprendre. Et ma conclusion, c'est que si vous voulez, en 2004, le discours, la narration qui a été imposée aux centres européens, c'était de leur expliquer, dans 20 ans, vous allez vivre comme des Européens de l'Ouest en termes de prospérité, en termes de liberté, ce genre de choses. Et en réalité, c'est l'extrême inverse qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on a des niveaux de vie qui baissent en Europe occidentale, qui vont sans doute lentement, mais dans 20 ou 30 ans, s'ajuster sur le niveau de vie des centres et des Est européens. Et là, je crois que Guylain sera encore plus convaincu que moi. En termes, si vous voulez, de liberté, vous savez, ici, on a appris disons, à s'adapter à des systèmes qui n'étaient pas très, j'allais dire, très
tout simplement liberticide. Mais ce n'était pas non plus la Russie de Staline, c'est-à-dire qu'en Hongrie, c'était un système assez soft dans les années 70, 80. Et en réalité, pendant les confinements là, qu'on a vus en 2020, eh bien, les Français se sont un peu comportés comme se comportaient les Hongrois ou les Tchécoslovaques dans les années 70, c'est-à-dire qu'ils ont appris à s'accommoder de systèmes qui ne garantissaient pas leur liberté. Donc, en fait, cette construction européenne a retourné le projet initial, c'est-à-dire qu'à place que cette prospérité s'étende vers l'Est, on a plutôt une baisse du niveau de vie qui a tendance à s'étendre vers l'Ouest. Voilà, Tout à fait. je pense que Tout à fait. Guilain Benessa, alors réaction à ce que vient de dire Yann Kaspar et puis à ma question initiale, c'est-à-dire aujourd'hui nous vivons toutes les crises presque, hein, agricole, énergie, guerre, sanitaire, identitaire. Quel programme pour arrêter cela? Comment faire puisqu'on a cette perspective des élections européennes, est-ce que ça peut se jouer ici ou pas du tout? Est-ce que justement c'est encore une illusion? Alors, vous savez, je vous disais à l'instant, tout à l'heure, que je suis en train de préparer un bouquin avec un ami que vous connaissez, qui est Guillaume Bigot. Et notre bouquin, pour l'instant, titre provisoire, sort bientôt, s'appelle « On marche sur la tête ». Et en fait, on est parti d'un constat commun tous les deux, c'est qu'on marche sur la tête et qu'on marche sur la tête, qui est le slogan des jeunes agriculteurs français, parce que, en quelque sorte, tout se métabolise à Bruxelles. Il y a une espèce de conjonction, vous voyez, des contradictions, une conjonction des incohérences. Alors, pour vous répondre clairement, quelques questions toutes pratiques, et venons-en aux conclusions et au point d'avenir qu'on peut brosser ensemble. Oui. Question pratique, politique agricole, la question des agriculteurs. Prenons l'Europe là-dessus. Au moment même, moi je crois, vous savez, moi je crois qu'il faut, vous aviez tout à l'heure quelqu'un de très bien là pour commenter les tweets et les dots à relier là, oui, dans la au bon tout tweet à l'heure. français. C'était une chronique humoristique, mais qui, parfois, Oui. comme tous les humoristes, ont finalement plus de bon sens que nos politiques. Oui, alors j'ai eu plaisir à l'écouter parce que j'essaie juste de relier comme lui, en quelque sorte, les points. Relions les points ensemble. Janvier 2024, nous avons une crise des agriculteurs en Europe, à travers toute l'Europe, en quelque sorte, hein, France, Allemagne, Suède récemment, etc. Enfin, la crise prend de l'ampleur. Et au moment même où on a la crise, on a un brave commissaire européen qui s'avance le même jour, le jour même où les tracteurs viennent à Bruxelles, pour nous annoncer qu'il est très heureux que les accords de libre-échange avec le Mercosur soient à deux doigts d'être signés. Tout à fait. Donc, oui, c'est formidable, hein. Il suffit de lire et de regarder, et on a toutes les incohérences en direct. Quelque temps plus tard, nous avons donc Emmanuel Macron qui nous dit « Non, mais on ne signera jamais les accords de libre-échange bruxellois, c'est hors de question ». Et on apprend que d'autres accords en parallèle continuent d'être signés sous l'égide des députés Renaissance, ou Renew, comme ils s'appellent en Union européenne, enfin, dans ce beau pays de l'Union européenne, puisqu'en fait, on n'en a rien à cirer des promesses faites sur les plateaux télé, puisque derrière, en Europe, on avance pour continuer la signature des accords de libre-échange. Donc ça veut dire que les incohérences se poursuivent constamment. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que ce genre d'incohérence pratique, où on annonce une chose et on fait en réalité le contraire de ce qu'on annonce, ça s'appelle exactement l'Union européenne. C'est une fabrique à mensonges, où en fait on a inventé une politique New Age qui signifie saupoudrer de sucre glace des décisions épouvantables au nom de belles valeurs qui s'appellent l'état de droit. En fait, l'état de droit dans le sillage de l'Union européenne, vous savez, c'est des valeurs générales du genre liberté, non-discrimination, pluralisme, diversité, etc. Or, qu'est-ce qu'on a en France? Et on le voit tous les jours, on a une Europe en réalité qui commence à être une Europe liberticide, qui tend à réglementer de plus en plus violemment les questions d'opinion. On a donc une cascade de décisions sur penser mal ou penser bien, de plus en plus, hein, je veux dire, c'est dans l'air du temps, en quelque sorte. Et j'en finirai avec un dernier exemple pratique. Au moment même où vous parlez de crise identitaire, donc on a toutes les questions migratoires qui sont fondamentales, on a une Cour de justice de l'Union européenne qui vient de dire en septembre 2023 que lorsque les États rétablissent les frontières, ce qu'a fait la France, vous savez, on a rétabli les frontières Schengen depuis les attentats terroristes de 2015, eu égard aux questions terroristes. Donc on a provisoirement remis des frontières. Et les juges européens ont dit qu'on n'a plus le droit
de rejeter par principe des gens hors des frontières, parce qu'il faut d'abord qu'ils soient soumis à la directive retour, c'est-à-dire qu'ils aient le droit d'épuiser toutes les voies de recours Ouais. avant de quitter la France. En gros, pour être simple, ça veut dire que quand on vient manger chez soi, vous savez, quand vous invitez des gens à dîner, Mm. ils sont censés sonner avant de rentrer. Bah, techniquement, la France ne peut plus demander à un étranger de sonner avant de rentrer. Il Mm. est libre de rentrer chez vous et d'utiliser toutes les commodités comme il le souhaite. Mm. Alors, pour vous répondre, conclusion, Oui, les élections européennes. faut qu'on conclue, nous, ce corps à corps. Je vous Les écoute. élections européennes. Alors, pour être précis et résumer la chose, nous avons d'un côté des Frexiteurs qui ont disparu, puisque vous parlez de Frexit et vous êtes automatiquement soit marginalisé, soit hitlérisé. Mm. Et vous avez de l'autre côté des partis politiques qui ont fait le jeu de reconquête au Rassemblement national en passant par LR, l'extrême gauche, etc., LFI, qui font le choix de rester dans l'Europe en disant qu'on peut la changer de l'intérieur, en Oui. gros. Hein. Oui, mais peut-être parce qu'ils ont compris, on leur a fait comprendre que c'était la seule voie pour être présenté et présentable. Mais allez-y. Alors, oui, absolument. Pour des questions Stratégie, de crédibilité et de stratégie, on se respectabilise en signant quelque part, enfin en signant, en disant, en rétablissant la pensée magique Oui. de l'Union européenne à l'intérieur du parti. Alors, moi, je allez-y. crois clairement, on en parlait avec vous récemment, enfin il y a quelques mois à l'antenne, je crois, Clémence. Je crois de plus en plus qu'en fait, il y a une chose qui n'a pas été tentée dans les pays occidentaux. Les pays d'Europe centrale nous ont donné quelques leçons à la matière, et je pense qu'on a beaucoup à apprendre là-dessus. Je pense qu'on doit, nous en Occident, pratiquer une politique simple, et personne ne l'a tenté à mon sens, c'est la politique du non. C'est-à-dire non pas changer, non pas chimériser la chose, parce qu'on ne changera jamais les traités. Chaque fois, là, je n'ai pas le temps de le faire, mais si vous prenez les articulations juridiques des traités, on ne peut rien changer. C'est l'unanimité, il y a toujours des systèmes de blocage, c'est épouvantable. Oui. Par contre, personne n'a jamais tenté une politique de la chaise vide façon générale de Gaulle. C'est-à-dire, non, je n'applique pas, non, j'applique ma constitution, non, j'en reviens à la souveraineté, mais surtout, je ne m'amuse pas à modifier ou à vouloir modifier les traités que de toute façon, nous n'arriverons pas à modifier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire résumer la question européenne à un coup de force nationale où vous assumez d'être le principe de légitimité et de souveraineté contre le principe d'état de droit et de légalité de façon européenne. Oui. Je pense que là-dessus, c'est bien plus une politique d'un non ferme que d'une politique de chimère que nous proposent les partis parce qu'ils savent eux-mêmes qu'ils n'arriveront jamais à modifier un code génétique qui est vérolé depuis 1957. Alors, malheureusement, je n'ai pas le temps, Yann Caspar, de vous redonner la parole puisqu'on a déjà largement dépassé cette table ronde. Mais ce qui est intéressant, et ça, on peut peut-être reprendre cette conversation puisqu'il me semble que la Pologne et la Hongrie ont justement appliqué cette politique du non aux jurisprudences européennes. Et en plus, je sais, Guillaume Vanessa, que vous connaissez bien le sujet. Donc, je vous propose qu'on continue cette conversation absolument passionnante et justement pour voir comment on pourrait appliquer ce non aujourd'hui en Europe. Merci en tout cas infiniment Yann Caspar. Et puis donc je rappelle qu'on peut retrouver, j'imagine, toutes ces interventions de cette conférence qui a eu lieu hier, organisée par le Centre d'études européennes. Fédéralisme caché et déni démocratique. Merci Yann Caspar et merci Guillaume Vanessa. Je rappelle votre dernier ouvrage, Le référendum impossible, comment faire taire le peuple aux éditions L'Artilleur. Merci beaucoup à vous deux.